Que font 500 Wagner sur le front à Bakhmout? C'est pas une émission qu'on est en train de réenregistrer ou de rediffuser d'il y a plusieurs mois. Non, on parle de Wagner présent sur le front de Bakhmout. Rejoignez-nous, Mathieu Karman, parce qu'effectivement, on s'interroge sur cette information qui nous a été donnée, selon laquelle il y aurait 500 soldats de Prigojine qui seraient revenus, j'allais dire, sur les lieux du crime. Vrai ou faux? Oui, absolument. À en croire Serhiy Haidai, l'ancien chef de l'oblast de Louhansk, eh bien, les troupes de Wagner seraient de retour sur le front en Ukraine. Le personnel de Wagner opère dans l'oblast de Louhansk et dans différents secteurs de la ligne de front. Parce que, souvenez-vous, il y a 4 mois, après la prise de Bakhmout, le 20 mai dernier, eh bien, Yevgeny Prigojine avait retiré ses troupes de la ville pour laisser place à l'armée régulière russe. Il serait donc de retour, regardez cette carte, ici à Louhansk, mais également dans une zone qui concentre donc toutes les attentions en ce moment, c'est Bakhmout, là où les Ukrainiens grappillent quelques kilomètres carrés. L'ISW écrit qu'une source affiliée à Wagner a affirmé qu'environ 500 membres du personnel de Wagner, y compris ceux qui ont refusé de participer à la rébellion de Wagner le 24 juin, ont rejoint une nouvelle organisation gérée par l'ancien chef du département du personnel de Wagner. Mais on peut se demander ce matin, eh bien, quelle serait l'efficacité de Wagner en Ukraine. Eh bien, en réalité, tout cela serait marginal. L'ISW, l'Institut pour l'étude de la guerre, écrit encore qu'il est peu probable qu'ils s'organisent en une force de combat cohérente ou qu'ils aient un impact sur les capacités de combat russes. Et Grayzone, l'organisation de presse affiliée à Wagner, réfute ce retour en Ukraine. Ils écrivent que cette organisation n'a absolument rien à voir avec Wagner. C'est de l'exploitation de l'image du groupe. Il serait donc présent, mais ne s'appelle plus Wagner et non plus la puissance financière de Yevgeny Prigojine. Alors, présent ou pas présent? Ils ont bien été dissous, les Wagner. Ils n'existent plus en tant que tels. Ils ont été recrutés à nouveau, puisque réintégrés. Le choix, c'était vous partez en Biélorussie ou vous rejoignez l'armée russe. Mais on ne les appelle plus les Wagner. Alors, ce qui n'est pas du tout impossible, c'est que Wagner avait une telle image en termes de communication qu'on prend une compagnie, il y a 500 personnes. On est vraiment au niveau tactique minimum pour avoir une unité constituée. C'est un micro-bataillon, c'est 2 compagnies peut-être. Et c'est cela qu'on va baptiser Wagner pour faire croire que ça y est, on remet des forces à Bakhmout. Donc la marque Wagner, serait utilisée par Moscou pour faire peur ou pour Moscou, par ce dirigeant d'un oblast. Ah pardon. Alors oui, vous faites bien de me le dire, parce que c'est le gouverneur local, si j'ai bien compris. Donc ça veut dire c'est une initiative locale. Une initiative locale de garder cette marque Wagner pour soutenir le moral des troupes russes. Ça vous semble tenir la route, Gallagher? En fait, pour moi, l'info dans ce morceau, et c'est quelque chose qu'on avait prévu, c'est que Wagner est dissous, Wagner est mort, mais le fantôme Wagner continue d'empoisonner l'histoire et le régime. Poutine ne veut plus, si vous voulez, de Wagner. Wagner a été vraiment un échec cuisant, c'est-à-dire que la bête s'en est prise à son créateur. À partir de là, il faut la dissoudre, la décomposer, la détruire, la démolir, etc. Et on l'a vu avec le feu Yevgeny Prigojine. Donc, ces hommes, effectivement, l'amiral l'a très bien rappelé, avaient 3 choix. La Biélorussie, l'intégration dans les forces régulières ou rentrer à la maison. Il y avait, dans les options, le retour à la vie civile. Que certains choisissent de continuer à combattre, soit intégrés dans des organisations paramilitaires, alors peut-être, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on gagne quand même, à mon avis, mieux sa vie quand on se bat pour une milice que quand on se bat pour l'armée régulière, donc il y a peut-être cet attrait-là. Mais, et Mathieu a raison d'insister là-dessus, et ce sont les propos que l'on retrouve, c'est-à-dire que leur capacité de nuisance opérationnelle, elle est très très faible. Oui. Mais la marque Wagner continue de polluer le champ informationnel. Mais le gouverneur... Pardon, j'allais dire, il fait une connerie. Vous voyez, moi aussi, je me laisse aller. Pardon. C'est une maladresse par rapport au fait que Poutine veut absolument effacer. Alors, Serhiy Haidai, il est du côté ukrainien. C'est l'ancien Donc gouverneur. C'est l'ancien gouverneur. Ce qui est aussi une manière pour les Ukrainiens de dire on a du renseignement humain.
on observe tout cela, on est capable au niveau individuel de savoir où ils sont partis, est-ce qu'ils sont en train de revenir et qu'est-ce qu'ils font, sous quelle forme et sous quelle bannière ou avec quelle organisation, qu'elle soit étatique ou para-étatique. Je pense que c'est ça aussi le but de la manœuvre pour ce gouverneur. C'est plutôt instrumentalisé par la partie ennemie, alors. Mais tout cela nous renseigne quand même sur l'obsession, enfin ce que les Américains appellent l'obsession ukrainienne pour Bakhmout. C'est quand même, quand il y a une information comme ça, elle se cristallise sur Bakhmout. Les Américains ne comprennent toujours pas pourquoi Volodymyr Zelensky insiste autant à concentrer des troupes autour de Bakhmout. Le symbole, on l'a dit, la politique, très bien, mais il aurait besoin de ses troupes ailleurs. Et du côté de chacun des Ukrainiens, on le voit, c'est donc une information de l'ancien gouverneur ukrainien de cette région, c'est aussi sur Bakhmout qu'on agite de nouveau le spectre de Wagner. Je trouve... Les Américains ne comprennent pas. Je dois avouer que, n'étant pas versé dans la chose militaire, je ne comprends pas non plus. Pourquoi Bakhmout ? C'est de la diversion. Parce que tout le temps d'antenne qu'on passe sur Bakhmout, on ne passe pas à se demander ce qui se passe du côté de Robotine et on ne va pas voir. Voilà. On consomme du journalisme, on consomme des correspondances sur le front de Bakhmout tous les jours pour permettre de Ça n'a pas pas beaucoup parler. d'influence sur le combat, si ? Ah bah si, parce que d'une part, ça fixe les forces russes qui y sont, et d'autre part, ça permet d'être plus libre, oui exactement, moins sous surveillance au sud. Enfin, c'est mon analyse. Moi, je pense que Valérie elle a raison de poser la question, et on l'effleure de temps en temps, et on n'ose pas l'aborder frontalement, parce que ça reste un sujet sensible. Bakhmout a peut-être été l'une des plus grandes erreurs stratégiques du pouvoir politique ukrainien. De vouloir C'est-à-dire que, absolument... rappelez-vous qu'il y a eu une confrontation que les Ukrainiens ont essayé un peu de masquer, on comprend pourquoi, entre le chef d'état-major Zaloujny et le président Zelensky sur le sujet de Bakhmout, où on nous a expliqué en long, en large et en travers que ça servait deux intérêts. Le premier, c'était un point de fixation qui permettait d'attirer les Russes, et le deuxième objectif, c'était d'éliminer totalement, physiquement, Wagner. Peut-être que ces objectifs sont partiellement accomplis, voire totalement. Mais la résultante, c'est quoi ? C'est aussi la construction, pendant ce temps-là, de lignes de défense, à commencer par la ligne Surovikine, auxquelles les Ukrainiens sont confrontés aujourd'hui, et avec les résultats qu'on connaît et qu'on montre tous les jours. Donc Valérie a raison de souligner ce qu'elle appelle l'obsession Bakhmout, et ce qu'elle est réelle, et quelles en sont les conséquences. C'est très intéressant parce que regardez où la ligne Surovikine, elle est très au recul par rapport à Bakhmout sur cette ligne. La ligne Surovikine, ce sont ces petits points blancs, et vous voyez que les Russes, en tout cas Surovikine, avaient déjà fait l'impasse sur Bakhmout. Oui. Mais effectivement, on verra ce que l'histoire retient quand on aura évidemment un recul suffisant. Mais peut-être que ce sera ça, en effet, qui restera. C'est l'erreur de la persistance des Ukrainiens à s'installer, à vouloir reprendre Bakhmout, compte tenu aussi du coût que ça a représenté. Je voudrais qu'on regarde cette image à propos du culte quand même de Prigojine en Afrique. Il y a une image qui nous a frappés. Les Wagners ont été très présents en Centrafrique. Ça a été un terrain de jeu très important pour eux. Ça le demeure sans doute. Et regardez ça. Vous entendez le clairon ? Eh bien ça, c'est un hommage qui est rendu samedi à Prigojine, un mois, jour pour jour, après sa disparition. Ou supposée disparition, puisque certains spécialistes de la Russie préfèrent parfois prendre des précautions. Regardez cette armée au cordeau, là, qui ne bouge pas et qui rend hommage à son chef. C'est très impressionnant, non ? Ben oui, c'est impressionnant. Et ça montre quelque part la popularité du personnage. Vous savez combien j'ai insisté là-dessus, hein, y compris dans ces pays où, justement... d'abord, je pense que Prigojine avait un rapport très clair avec les hommes. On le voit, il était proche de ses hommes et tout ça. Et donc, par rapport à ces Africains, je pense qu'il était très empathique, hein, avec des intérêts, bien sûr, que je comprends bien et qui, évidemment, le servaient. On sait aujourd'hui, d'après ce que j'ai
j'ai lu et appris, on sait aujourd'hui que le dernier pays que Prigojine a visité avant de revenir en Russie pour son sort malheureux de l'avion qui est tombé, qu'il était au Mali en vérité, la veille de sa mort. Il était au Mali. Donc voilà. Donc, mais alors, puisqu'on parlait de l'Afrique tout à l'heure, il rend hommage à un criminel, bien sûr, un type qui quand même frappait au marteau des Wagner qui avaient osé déserter. Ça gêne pas trop c'est un type de la pire espèce. Oui, mais ça gêne pas trop les satrapes locaux, ça, vous savez, excusez-moi, je veux dire, faut pas exagérer, il n'y a pas beaucoup de démocratie dans ces pays-là. Donc je veux dire, voilà, c'est un homme de fer, et on aime les hommes de fer. Il y avait même eu un surnom à un moment, alors pardon, je ne sais plus qui disait cela, que Prigojine était un Nelson Mandela de l'Afrique. Vous voyez un peu le gap, qu'il y a la confusion qui s'opère quand même sur les parcours et sur les rôles. Ah oui, c'est extrêmement choquant. Mais ça, c'est choquant aussi, amiral, non ? Oui, bon, c'est comme pour relativiser. Vous comptez le nombre d'hommes, on est sur quoi allez, à tout casser, une centaine, peut-être une centaine de personnes. Et puis, n'oubliez pas que tous ces gens-là étaient grassement attribués par Wagner. Oui, donc, la reconnaissance du ventre, ça existe. Moi, ce sont des figurants. Et puis, quand on voit certaines bedaines, on est vraiment à la reconnaissance du ventre. Connaissant un petit peu Prigojine, la phrase « le Nelson Mandela de l'Afrique », elle vient de Prigojine lui-même. C'est comme ça qu'il fonctionne. C'était de l'autopropagande. Oui, tout à fait. C'est toujours comme ça qu'il a fonctionné. Et c'est comme ça qu'il fonctionne également dans cette configuration que vous voyez à l'écran. C'est-à-dire que ce ne sont pas des hommes qui spontanément ont eu envie de rendre hommage à Prigojine. C'est organisé par les reliquats de Wagner sur place, qui adressent un message à Poutine. Nous sommes là, nous ne sommes pas morts. Est-ce que c'est coordonné ou est-ce que c'est confrontationnel ? Je ne le sais pas. L'amiral a raison d'insister sur le faible nombre d'hommes qu'on voit à l'écran, que vous pouvez très bien facilement rémunérer. Je veux dire, ça s'organise quand même très facilement, ça, à Bangui. Ensuite, comprendre le rôle que Wagner a joué. Je parle au passé composé. Un blanc, là, hein. Oui. Mais c'est... Il ne remplissait que deux fonctions. La première, c'est celle de garde prétorienne pour le président Archange Touadéra. Rappelez-vous qu'au forum russo-africain de Sochi, on avait d'ailleurs vu Prigojine, c'est là qu'il était réapparu dans une tenue à la Homer Simpson, jean t-shirt aux côtés du chef du protocole centrafricain. Et l'autre fonction était une fonction de prédation. C'est-à-dire qu'il se servait allègrement, notamment dans la mine d'Endasima, qui rapporte en termes d'extraction des centaines de millions de dollars par an, de quoi largement pouvoir organiser ce genre de cérémonie et grassement rémunérer ceux qui veulent bien se prêter à ce jeu-là.